Donc, la première histoire que je vais vous lire aujourd'hui, qui sera peut-être la seule parce qu'il est 22h24, ce sont les ombres intérieures. Il y en aura de toute façon, si on ne lit pas les deux, il y en aura une pour le prochain live. Le contexte de l'histoire. Chloé mène une vie qui semble banale, mais en réalité, elle se relève péniblement d'une série de drames. Il y a encore quelques mois, elle vivait entourée de sa sœur, de sa meilleure amie et de son compagnon. Mais ces derniers temps, tout a basculé. Elle a dû rompre avec son compagnon, un comportement de plus en plus violent. Pouvant à peine subvenir à ses besoins seule, Chloé a changé ses horaires de travail pour les nuits afin de gagner un peu plus d'argent. Cela l'épuise, mais elle se dit que c'est temporaire. Peu de temps après, elle a perdu sa sœur, sa meilleure amie, à quelques semaines d'intervalle. Ces épreuves ont laissé Chloé brisée, mais elle trouve un soutien auprès de son meilleur ami. Lui aussi, infirmier dans un hôpital, il la comprend mieux que personne. Depuis qu'ils se connaissent, Ahmed est toujours là pour elle, prêt à la réconforter, à l'écouter sans jugement. Chloé le sait, Ahmed est sa seule famille désormais, et même dans les moments les plus sombres, il arrive à lui donner un peu de courage. C'est ça, Chloé aussi a une année de merde, exactement. Sa maison qu'elle a rénovée avec son ex-compagnon est un refuge. Elle s'y sent en sécurité. La maison en elle-même est vieille, charmante, avec un plancher en bois qui craque et ses murs épais. Cette demeure un peu isolée en périphérie de la ville est un endroit calme, en apparence serein. Mais récemment, elle commence à y sentir une atmosphère étrange, quelque chose d'indéfinissable qui plane comme une lourdeur omniprésente. Elle se persuade que tout est dans sa tête et que c'est le contre-coup de tous les drames qu'elle a subis, jusqu'à ce que de petits incidents viennent perturber ce calme apparent. Un matin, alors qu'elle se réveille, elle remarque une petite entaille au poignet qu'elle ne se souvient pas s'être faite. Mais surtout, elle remarque quelque chose d'étrange dans la cuisine. La veille, elle avait soigneusement rangé son assiette, un verre et un couteau dans le lave-vaisselle. Mais en entrant dans la cuisine, elle les retrouve sur le plan du travail. Elle se fige un instant. Est-ce possible qu'elle ait oublié de les ranger ? Elle secoue la tête et sourit nerveusement. Tu te fais des idées, Chloé, c'est le stress. Mais une petite voix en elle murmure que quelque chose cloche. Vous savez, cette fameuse intuition dont on parlait lundi. Les jours suivants, d'autres incidents viennent ébranler son quotidien. Une brosse à cheveux qu'elle a laissée dans la salle de bain la veille se retrouve mystérieusement sur la table de salle à manger. Un livre qu'elle lit avant de dormir change de place. Elle tente de rationaliser en se disant qu'elle est fatiguée et que le travail de nuit et les insomnies doivent la distraire. Mais chaque matin, elle se sent un peu plus en insécurité. Un soir, épuisée par la garde, Chloé passe au supermarché avant de rentrer. Elle s'offre un paquet de biscuits, du lait et un pot de miel. Elle rentre, range tout soigneusement dans les placards et va se coucher. Le lendemain matin, en cherchant les biscuits pour son petit déjeuner, elle ne les trouve plus. Après une recherche minutieuse, elle les découvre vides dans la poubelle. Elle se fige, un frisson parcourt son échine. Elle est certaine de ne pas les avoir mangés. Le phénomène se répète quelques jours plus tard avec une bouteille de lait.
puis avec des fruits. Une étrange angoisse alors l'envahit à chaque fois qu'elle franchit le seuil de la cuisine. Elle vérifie toutes les serrures, les fenêtres, elle s'assure que tout est bien fermé avant de partir. Mais rien ne change. La maison lui donne de plus en plus l'impression d'être habitée par une autre présence. C'est alors qu'ils sont apparus, les bruits. Des bruits si sourds qu'ils semblaient venir des entrailles de la maison elle-même. Une nuit, alors que le silence de la maison est total, Chloé entend un craquement au-dessus d'elle. D'abord un seul bruit, puis un autre, comme un pas léger, puis un autre plus lourd. Lentement, elle se redresse, le cœur battant. Est-ce le bois qui craque ou quelque chose de plus tangible? Elle reste figée, écoutant attentivement, mais tout redevient silencieux. Elle se persuade que ce n'est rien, peut-être un pigeon ou une chauve-souris sur le toit. Mais le bruit revient la nuit suivante, mais cette fois plus fort, comme si quelqu'un tombait lourdement au plafond. Elle se redresse sur son lit, terrifiée, osant à peine bouger. Elle attrape son téléphone et appelle Ahmed pour lui parler de ses craintes. Mais il la rassure en lui disant qu'elle est juste épuisée, qu'elle devrait se reposer et d'oublier tout ça. Elle se force alors à croire que tout cela n'est que le fruit de son imagination, une accumulation de fatigue et de stress. Et pourtant, elle finit à nouveau par verrouiller toutes les portes et les fenêtres, espérant que cela mettra un terme à ses angoisses. Finalement, l'accumulation de ces événements finit par la pousser à bout. Après plusieurs nuits de bruit et d'objets déplacés, elle décide d'appeler la police. Elle explique ses inquiétudes, sa peur que quelqu'un soit entré chez elle, mais les policiers semblent sceptiques. Une vieille maison, disent-ils, ça fait souvent du bruit. Ils acceptent malgré tout de venir inspecter les lieux. On le connaît, hein, les planchers qui craquent. C'est la maison qui travaille. Les policiers passent chaque recoin de la maison au peigne fin, mais ne trouvent rien d'anormal, jusqu'à ce qu'ils trouvent une trappe au plafond, dans le couloir du premier étage. Vous avez dit que cette trappe était condamnée, c'est bien ça? Oui, depuis que j'ai emménagé, je ne l'ai jamais ouverte. Les policiers forcent la trappe et une fois à l'intérieur, ils découvrent l'horreur. Un grenier obscur, étroit, où des instruments de torture sont entreposés. Une odeur nauséabonde emplit l'air et ils découvrent dans un coin de la pièce un cadavre, celui de sa meilleure amie disparue depuis 2 semaines, et un autre corps, celui de sa sœur, morte 1 mois plus tôt. Attendez. Chloé, qui est en plein deuil, est sous le choc. Elle est placée en détention. Les policiers sont convaincus de sa culpabilité. À vrai dire, tout l'accuse. Ils ont retrouvé les objets lui appartenant, un bracelet, un livre qu'elle lisait ces derniers temps, qu'elle avait soi-disant perdu. Étrange pour quelqu'un qui affirmait ne pas connaître l'existence de cette pièce. Elle clame évidemment son innocence face aux preuves. Qui pourrait la croire? Les policiers décident de la confronter à une cellule psychiatrique. Et là, c'est le non-retour pour Chloé. Les psychiatres de la police suggèrent qu'elle pourrait souffrir d'un trouble de la personnalité dû aux médicaments contre l'insomnie. C'est rare, disent-ils, mais pris à forte dose, cela arrive. Depuis qu'elle travaille de nuit, elle prend en effet des somnifères puissants qui pourraient altérer sa mémoire et son jugement. Selon le psychiatre, elle aurait développé une seconde personnalité, une facette sombre qui aurait commis ses actes sans qu'elle ne s'en souvienne.
Ce sont de lourdes accusations pour une femme déjà meurtrie par des événements récents. La police interroge alors son meilleur ami qui affirme qu'elle serait incapable de faire une chose pareille. Le juge n'est pas totalement convaincu par les conclusions des psychiatres. C'est pourquoi il prend la décision de ne pas condamner de suite Chloé. Elle restera en détention provisoire pendant 3 semaines, le temps que les enquêteurs trouvent potentiellement une autre piste, à défaut de quoi elle serait incarcérée à perpétuité à l'hôpital. Le chef de brigade, M. Giraud, décide de prendre les choses en main. Pendant 2 semaines, lui et son équipe enquêtent nuit et jour. Chloé, toujours en détention provisoire, commence à sombrer dans la folie. Elle commence à coller toutes les pièces du puzzle du peu de mémoire qu'il lui reste, puis elle cherche sa tête. Plus cela dans sa tête, plus cela devient lucide. Tous ces objets qui bougent sans raison. Elle aurait donc assassiné sa propre sœur. Pourquoi pas? Seule dans sa petite chambre d'incarcération, elle réfléchit. Plus elle réfléchit, plus elle pleure, plus elle angoisse. Elle ne mange plus, elle maigrit à vue d'œil. Elle reste sur son lit et pleure sans cesse. Monsieur Giraud, particulièrement touché par la descente aux enfers de cette femme, décide de faire un dernier effort. Il ne pourra pas avoir la conscience tranquille tant qu'il n'aura pas tout fait pour tenter d'innocenter Chloé. Surtout qu'un détail le perturbe. Les policiers avaient demandé à Ahmed de se présenter au poste, mais il n'est pas venu de la journée. Étrange pour quelqu'un qui souhaite à tout prix innocenter son ami. La nuit venue, il décide de se rendre à la maison, en dehors de ses horaires de service. Il se gare devant la demeure, entouré de rubans barricadés depuis 2 semaines par ses agents. Il entre et tout de suite, un détail horrible l'interpelle. Du sang. Oui, c'est bien du sang, là, juste à l'entrée. Aussitôt, il alerte le commissariat avec sa radio et suit les traces. Il monte à l'étage, les escaliers recouverts de ce liquide rouge vif. Tout d'un côté, il s'arme de son pistolet et tend l'oreille. Ah! Il entend un cri étouffé. Un son faible, comme une voix désespérée venant d'en haut du grenier. Sans hésiter, il monte, prêt à affronter ce qu'il pouvait y trouver, son cœur battant à 1000 à l'heure. Lorsqu'il atteint le grenier, il découvre l'inimaginable. C'est lui, le meilleur ami de Chloé, gisant sur le sol. À côté de lui, un homme cagoulé, des instruments de torture à la main. Monsieur Giraud crie, les mains en l'air. L'homme cagoulé saute sur le policier, un couteau tourné en direction de sa poitrine, quand soudain, un bruit de détonation de pistolet. Il s'écroule, le policier le regarde, mais une étrange sensation l'envahit. Il a très froid. Il baisse alors le regard et voit son thorax ensanglanté. Le couteau l'ayant transpercé, il tombe au sol. Il réunit ses dernières forces et rampe jusqu'à l'homme qu'il vient de tuer. Il doit savoir qui c'est. Il retire son capuchon et c'est alors qu'il comprend. Quand les policiers arrivent sur place, ils emmènent les 2 hommes en urgence à l'hôpital. Un seul d'entre eux a survécu, l'ex-petit ami de Chloé. Il avoue tout. Consumé par la haine et la rancœur après leur séparation, il avait planifié une vengeance implacable. La maison qu'ils avaient rénovée ensemble lui servait de piège idéal pour briser Chloé. Dès leur rupture, il s'était caché dans le grenier, profitant de ses absences nocturnes pour descendre, manger dans la cuisine, déplacer des objets et semer le doute. Chaque nuit, il renforçait son emprise invisible, alimentant les doutes de Chloé jusqu'à la convaincre
qu'elle perdait la raison. Et ce n'était pas tout. Son plan morbide incluait les assassinats de la sœur et de la meilleure amie de Chloé, tuées pour infliger à cette dernière une souffrance insupportable. Ces derniers mots ont été les plus terrifiants. Je veux qu'elle ressente ce que c'est d'être détruite. Je voulais qu'elle comprenne qu'elle n'avait aucun contrôle. Je voulais la briser. Chloé est évidemment innocentée et au petit matin, les policiers lui ouvrent les portes de sa cellule. Mais tout ce qu'ils trouvèrent fut son corps, pendu au barreau de la fenêtre à l'aide de ses draps. Cette histoire nous rappelle une fois encore que la véritable horreur ne réside pas dans l'invisible ni dans l'imaginaire, mais dans l'esprit humain, dans la haine qui peut habiter ceux qui nous croyons connaître, dans ces silences qui peuplent les maisons, dans ces ombres qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, et dans la folie. Chloé, meurtrie, a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de vivre avec l'idée que sa folie supposait ait tué ses proches. Qui sait ce que votre propre maison pourrait dissimuler là où vous vous sentez le plus en sécurité? Prenez garde à ce qui vous entoure. Vous pourriez vous aussi découvrir que l'invisible est bien plus tangible qu'il n'y paraît. C'est ça. C'est exactement ça. J'avais trouvé l'histoire extrêmement intéressante parce que justement, comme nous, on est bien évidemment raccordé au monde de l'invisible et que l'on s'y intéresse, je me suis dit, ben là, en fait, tout porte à croire au départ que les interactions qu'il y a sont des interactions d'invisibles. Et du coup, au début, ça compense. On se dit, comme elle a perdu des personnes et qu'elles sont défuntes, elle a sûrement des interactions de ces défunts. Et c'est pour ça qu'il se passe des choses chez elle. Oui, c'est ça, on peut s'y tromper. Tu fais plein de fautes. Donc voilà. Je t'ai eu, j'espère. Attendez, parce que j'ai envoyé la truc de ma cigarette 5500 diamants. Voilà, elle est ici. Oups, attends, Rookie. Il ne faut pas non plus que j'écrase mon chien parce qu'il a l'habitude toujours de se coucher derrière ma chaise, près des roulettes. Mais là, il est parti se coucher plus loin, le pauvre. Lilian, mouche zéro. C'est ça, hein, Monsieur Molina, pas une tâche de plus, c'est ça. Hop. Mais je pense que je l'ai eu, je la vois plus. Hein. À moins qu'elle soit tombée dans ma tasse. J'espère que non.
Mmh. Oui, c'est ça, il a toutes les casquettes. Donc voilà, écoutez mes petits chats, je vais garder l'autre pour la semaine prochaine. Voilà, normalement je l'enregistrerai dans ma barre personnelle. Attendez, parce que je vais la mettre dans mon Discord, au moins je la retrouverai. Sinon, je suis sûre que d'ici la semaine prochaine, je l'aurai perdue. Je rigole toute seule de ma blague. Allez, bouge. Hop. Je vais aller dans mon fourre-tout. Et voilà. Tac. Et voilà. Bon, attendez, je reviens en plein chat. Je vais juste arrêter le partage. Voilà. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Je vous passe même pas sur le POV de fin parce que je ne saurais pas cliquer dessus. Allez, des bisous tout le monde. Bonne nuit. À vendredi. Ciao.